La France prévoit d'effacer le poids de sa dette grâce à l'inflation. C'est d'ailleurs exactement la même stratégie qu'emploient les grandes fortunes de ce monde. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'une fois que tu as compris comment ils faisaient, tu peux très facilement faire exactement la même chose qu'eux. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir dans cette vidéo. Actuellement, le montant de la dette française s'élève à plus de 3000 milliards d'euros. C'est comme si chaque Français était endetté personnellement à hauteur de 45 000 euros. Vous, moi, mes enfants ou votre grand-mère. À ce titre, en 2023, la France a dû payer plus de 55 milliards d'euros pour assurer le service de sa dette. Le service de la dette signifie en payer uniquement les intérêts annuels pour rémunérer les prêteurs. On ne parle pas de rembourser la dette en elle-même, mais uniquement d'en payer les intérêts, ce qui ne permet ni de la réduire, ni de l'augmenter, mais simplement d'éviter la faillite de l'État. Le problème, c'est que la France n'a pas ces 55 milliards d'euros. Elle doit donc les emprunter juste pour payer les intérêts et maintenir son fonctionnement. Et au total, c'est 173 milliards d'euros supplémentaires que la France a dû emprunter en 2023 pour continuer à fonctionner. Et c'est autant de dettes supplémentaires dont il faudra payer les intérêts l'année prochaine et toutes les années suivantes, jusqu'à ce que nous ayons les moyens de rembourser les sommes empruntées. Et ce n'est pas fini, car de 55 milliards en 2023, les intérêts de la dette devraient passer à 73 milliards en 2024 et même dépasser les 85 milliards dans 3 ans. Pourquoi est-ce un problème? Il suffit de regarder les recettes de l'État français pour s'en convaincre. 323 milliards d'euros en 2023. Cela signifie que dans moins de 3 ans, un tiers des recettes de l'État seront utilisées uniquement pour payer les intérêts de la dette. C'est comme si la totalité de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés collecté par l'État servait uniquement à payer nos créanciers. D'ailleurs, ces intérêts représenteront le premier poste de dépense de l'État, pesant 3 fois plus que le budget de la recherche ou encore le double du budget de la défense. Et lorsque l'on sait que la dette est détenue à plus de moitié par des fonds étrangers, il ne faut pas 5 minutes pour comprendre que ce ne sont même pas les Français qui en profitent en majorité. Cela signifie également qu'à ce rythme, chaque euro collecté par l'État ira directement au paiement des intérêts, le reste des dépenses étant alors financé avec toujours plus de dettes. Et qui dit plus de dettes, dit plus d'intérêts à payer l'année suivante, donc encore plus de dettes contractées pour financer cette dernière. C'est un cercle sans fin et à ce stade, n'importe quel individu se trouverait déjà en défaut de paiement, car plus aucun organisme n'accepterait de lui prêter dans ces conditions. Mais la France n'est pas un emprunteur ordinaire, et elle peut, en réalité, se sortir de cet engrenage à n'importe quel moment sans faire faillite. Cela s'est d'ailleurs produit dans les années 40, avec une situation relativement similaire à celle d'aujourd'hui. Donc, accrochez-vous, car les décisions prises à cette époque nous éclairent sur ce qui pourrait se produire dans quelques mois, quelques années, et nous permettent de prendre les bonnes décisions pour notre épargne dans les mois à venir. Pour mesurer l'endettement d'un pays, il faut regarder le montant de la dette rapportée au PIB du pays, qui représente la taille de son économie, et donc la base taxable pour un État. C'est important, car une dette de 20 000 euros n'a pas la même signification chez quelqu'un ayant un revenu de 1 000 euros ou de 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, la dette française représente 110% du PIB national et n'a fait qu'augmenter depuis les années 70. Si la situation paraît critique, celle des années 40 était en réalité bien pire. L'endettement français était alors monté à plus de 200% du PIB à cette époque. Pourtant, en 5 années à peine, la dette française rapportée au PIB fut divisée par 10. Quelle recette miracle a-t-elle permis cette réduction dont nous aurions grand besoin aujourd'hui? Reprenons la situation précédente. Vous êtes endetté à hauteur de 20 000 euros et vous ne gagnez que 1 000 euros par mois. Pour faire décroître votre dette rapportée à vos revenus, vous pouvez soit rembourser votre dette, mais avec 1 000 euros par mois, bon courage, sachant qu'il faut continuer à vivre à côté, soit augmenter vos revenus. Sauf que, si vous êtes la France, comment faites-vous pour augmenter vos revenus? Vous taxez plus. Ok, c'est ce qui s'est produit à cette époque. Mais passer de 20% à 30% de prélèvements obligatoires n'est pas ce qui va diviser votre dette par 10 en 5 ans. De plus, en tant que pays, vous ne pouvez pas faire une formation ou changer de job pour gagner plus. Par contre, vous disposez d'une arme redoutable, celle de la création monétaire.
Vous pouvez créer de l'argent à partir de rien en faisant tourner la planche à billets. Et c'est cette arme que la France a utilisée dans les années 40. En sortie de guerre, tout était à reconstruire et à moderniser. Pour financer cela, l'État a fait tourner la planche à billets. Mais vous imaginez bien que si vous doublez la quantité d'argent en circulation, votre boulanger, lui, il ne peut pas doubler le nombre de baguettes qu'il produit. Il va donc vous en demander 2 fois le prix. En d'autres termes, faire tourner la planche à billets crée de l'inflation. Celle-ci fut d'ailleurs supérieure à 50% par an, plusieurs années consécutives. En d'autres termes, les prix ont augmenté à un rythme effréné d'une année sur l'autre. Un bien qui coûtait 100 en année 1 se retrouvait à 150 l'année suivante, puis à 225, puis à 337 la troisième année. En d'autres termes, vous avez multiplié par 3 les prix en 3 ans. Et forcément, notre boulanger qui augmente ses prix de la sorte voit son salaire également augmenter. Et puisque tout augmente, la taille de l'économie fait de même, avec son PIB. On le voit nettement sur le graphe. La réduction massive de la richesse produite durant les années de guerre laisse place à une augmentation fulgurante du PIB à partir de 1945, ce qui coïncide avec notre inflation record et notre impression monétaire. Un PIB qui augmente fortement et un montant de la dette qui reste à peu près constant fait donc drastiquement chuter le ratio entre les deux, passant de 200 à 20%. Magique. Mais pas pour tout le monde, car les grands perdants sont les épargnants. Que vous ayez prêté votre argent à l'État ou simplement conservé ce dernier chez vous ou sur votre compte en banque, la valeur réelle de votre épargne aurait fondu comme neige au soleil, se dépréciant de moitié chaque année. Les fameux 50%. Si la dette a pu être réduite de 90% en quelques années en sortie de guerre, ce sont les épargnants et les retraités qui ont par ailleurs le plus souffert avec la valeur réelle de leur épargne ayant fondu d'autant. À une époque où la plupart des retraites étaient financées par l'épargne accumulée, ces pertes imposèrent d'ailleurs l'actuel système des retraites par répartition. Contrairement à ce que l'on nous laisse penser, notre système de retraite actuel n'est aucunement un progrès social, mais simplement une mesure de misère pour permettre à des centaines de milliers de Français âgés à cette époque de ne pas mourir de faim. Les revenus minimums versés aux pensionnés dans les années 50 correspondaient à environ 60 € par mois en pouvoir d'achat d'aujourd'hui. De son côté, l'État avait pris des mesures, lui, pour ne pas souffrir de cette inflation qu'il avait lui-même provoquée. L'État français a donc fait une impression monétaire en grande quantité, faisant monter l'inflation. Dans une situation normale, les taux d'intérêt de la dette française auraient dû augmenter drastiquement pour suivre le niveau d'inflation et tenter de contrôler cette dernière. Cependant, avec un État aussi endetté, cela aurait conduit rapidement à la faillite du pays. Pour éviter cela, la Banque de France a maintenu ses taux artificiellement bas, autour de 4% par an sur la période, en rachetant toute la dette française nécessaire à cela. Ce ne sont plus des investisseurs privés qui prêtent à l'État à partir de leur épargne existante, c'est la Banque de France qui prête directement à l'État en créant de la monnaie à partir de rien. Ce mécanisme de maintien des taux artificiellement bas permet d'éviter que l'État ne fasse faillite, mais renforce encore davantage l'inflation. L'État survit, l'économie grossit et la dette reste constante et elle s'efface comme par magie devant la progression du PIB, sans que le budget de l'État ne connaisse un seul excédent sur la période ou ne rembourse un franc de dette. Une solution magique? Pas vraiment. Les grands perdants étaient les épargnants et les retraités comme discuté précédemment. Pour vous donner une idée de la situation, il faut réfléchir en termes de taux d'intérêt réel, c'est-à-dire après inflation soustraite. Ces derniers ont atteint moins 56% sur la période. Cela signifie qu'une personne qui avait 100 € à la banque se retrouvait l'année suivante avec 104 € en poche, les 4% d'intérêt cités plus haut. Mais en réalité, tous les prix ayant quasiment doublé, le pouvoir d'achat réel associé à cette somme s'est en réalité érodé de quasiment la moitié sur l'année. Comment est-ce que cela pourrait se matérialiser aujourd'hui? Et surtout, comment faire pour éviter que son argent ne perde toute sa valeur? Revenons donc à aujourd'hui. Après 2 années d'inflation élevée, celle-ci semble retomber à des niveaux acceptables en 2024. La Banque centrale européenne commence donc progressivement à réduire ses taux d'intérêt. Cela devrait permettre aux États en difficulté comme la France ou l'Italie, de ne pas faire défaut sur leurs dettes. Ce contrôle des taux devrait une nouvelle fois
également s'accompagner d'assouplissements quantitatifs. Derrière ce terme un peu barbare se cache le même mécanisme que celui mis en place dans les années 40 par la Banque de France, à savoir le rachat de la dette d'État avec de l'argent créé à partir de rien. Le graphe que vous voyez à l'écran est le bilan de la Banque centrale européenne. Lorsque la courbe rouge monte, cela signifie que la Banque centrale imprime des euros pour racheter de la dette d'État. Ce fut le cas entre 2015 et 2022 avec 9 000 milliards d'euros injectés dans le système au niveau européen, soit 3 fois le montant actuel de la dette française. S'en est suivi une inflation des actifs financiers que l'on a connue. Depuis 2 ans, la BCE retire désormais des liquidités du système pour réduire l'inflation et le mécontentement des populations. Mais les États étant fortement endettés, il est fort à parier que sous prétexte d'une nouvelle crise, la Banque centrale reprenne ses injections de liquidités, ce qui pourrait renchérir à nouveau les prix et réamorcer l'inflation. Taux à zéro, monnaie créée à partir de rien et inflation qui repart. C'est exactement la situation des années 40 décrite précédemment. Alors bien entendu, cela se fait aujourd'hui plus progressivement que durant les années 40, car la situation est moins critique. Mais l'idée est là. Et qui avait été lésé à ce moment-là? L'épargnant, comme vous et moi, dont la valeur de ses économies avait fondu comme neige au soleil. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la bourse est en hausse de plus de 15% depuis le début de l'année. Les fonds d'investissement anticipent largement cette situation et investissent leur argent en bourse pour le protéger des dévaluations. Donc, première chose à faire, investir. Ne laissez pas d'argent dormir sur votre compte en banque au-delà de votre épargne de précaution. Achetez des actions d'entreprise par exemple. Si la masse monétaire en circulation augmente, les profits des entreprises augmenteront, ce qui permet aux actions de résister à la dépréciation en argent réel. Cela vous permet de plus de vous diversifier géographiquement et d'éviter les situations de crise franco-françaises. Deuxième chose que vous pouvez faire, et dont les riches raffolent, s'endetter pour investir. Si vous empruntez à taux fixe, et idéalement avec des taux proches de zéro, comme cela devrait revenir dans les années à venir, vous vous placez du même côté que le gouvernement. Vous souscrivez une dette et vous n'aurez qu'à attendre que l'inflation et les hausses de prix des actifs achetés avec cet argent grignotent la valeur réelle de cette dette. C'est en quelque sorte comme si vous vous positionnez du côté de la banque dans un casino. Et vous connaissez le dicton, la maison remporte toujours la partie. C'est la même chose pour un État souverain. Donc, quoi que vous décidiez, ne laissez pas dormir cet argent sur vos comptes en banque. Les 2 dernières années, celui-ci a d'ailleurs perdu 10% de sa valeur juste à cause de l'inflation. Il s'agit d'une perte réelle, même si le montant affiché sur votre compte en banque est toujours le même. Investissez dans des actifs qui seront à même de survivre à une dévaluation. Je pourrais d'ailleurs citer l'or, qui est l'actif refuge par excellence. Ce n'est pas pour rien que la valeur des 20 francs Napoléon a été multipliée par 8 durant les années 2000, passant d'une cinquantaine d'euros à plus de 400 euros aujourd'hui. J'aurais également pu citer les obligations d'État indexées sur l'inflation, les matières premières, le bitcoin ou l'immobilier tant que les loyers ne sont pas plafonnés. Les possibilités sont multiples, mais placez-vous toujours du côté de la banque, des États et des grands fonds d'investissement. Et si vous voulez apprendre à investir de façon vraiment résiliente, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui vous explique en 10 minutes quels actifs loger dans votre compte titre pour une performance à toute épreuve. Rien ici n'est un conseil en investissement, les performances du passé ne préjugent pas de celles à venir et investir comporte risque de perte en capital.